Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une les inquiétudes des agriculteurs à cause de la sécheresse. Celle-ci touche une bonne partie de la France et menace certaines récoltes. Exemple dans la Somme avec WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, dès le début de ce journal. Il s'appelle Téléo et il est désormais le plus long téléphérique urbain de France. Ce mode de transport plus écolo et pratique est en service depuis quelques jours à Toulouse. La rédaction de Via Occitanie nous fera voyager à bord. La réalité et la fiction, toujours plus proches. Un espace de 1000 mètres carrés est dédié à la pratique, pour le moins sportive, du jeu vidéo. Abattre virtuellement des zombies ou ses partenaires, eh bien c'est possible grâce à un casque. Un reportage de Via 95 à suivre dans cette édition. Et puis en toute fin de journal, Moselle TV nous emmènera prendre du bon temps sur l'eau avec une balade musicale et historique. Un avant-goût de l'été pour nous tous. Quand le mois de mai ressemble au mois de juillet, vous l'avez sûrement constaté chez vous, les températures sont très élevées pour la saison. Plus de 30 degrés cette semaine sur une partie de la France. Une vague de chaleur doublée d'un manque criant de pluie. Dans la Somme, vous allez le voir, pas une goutte n'est tombée depuis plus d'un mois. Conséquence, les sols s'assèchent et les cultures de printemps décrochent. Betteraves, carottes et même céréales peinent à pousser. De quoi inquiéter les agriculteurs. Les explications de Jérémy Houron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Armé de sa bêche, Simon vient inspecter ses terres. Dans une dizaine de jours, l'agriculteur devrait y semer des haricots, mais la sécheresse pourrait bien contrecarrer ses plans. Donc là, on voit qu'à 5 cm de profondeur, il n'y a plus de fraîcheur du tout. L'humidité est indispensable pour que la graine puisse germer. Donc là, dans cette situation-là, l'irrigation, elle sera indispensable. Comme beaucoup d'agriculteurs, Simon subit de plein fouet l'absence de pluviométrie. Pas une goutte ne s'est abattue sur les cultures picardes depuis plus d'un mois. Résultat, carottes, betteraves ou même céréales peinent à se développer. Seule solution pour assurer les rendements, faire tourner les canons d'arrosage. Là, c'est déjà problématique en soi parce que cette sécheresse, elle arrive au printemps. S'il n'y a pas de fraîcheur dans le sol, s'il n'y a pas d'humidité dans le sol, la graine ne peut pas germer. Là, il n'y a pas le choix. Et de toute façon, pour tout ce qui est culture de légumières, comme la carotte, etc., c'est des cultures où il est indispensable d'avoir l'eau pour sécuriser la culture. Pour faire installer l'irrigation sur ses parcelles, Simon a investi plus de 120 000 €. Une somme que tous les professionnels ne peuvent débourser. À quelques kilomètres de là, Pierre constate lui aussi l'impact du manque d'eau sur ses betteraves. Faute de pouvoir arroser ses cultures, il joue la montre en attendant la pluie. On a toujours dit qu'un binage vaut 2 arrosages, puisque outre le fait de travailler l'interrang et donc de détruire les mauvaises herbes, ça permet aussi de briser la croûte de surface qui s'est formée avec le temps sec. Le fait d'aérer le sol en surface permet d'économiser un petit peu de la réserve en eau du sol. Selon Agathe Météo, depuis le début de l'année, la Somme ne compte que 8 jours de pluie. Voilà, tout à fait autre chose. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Les Français peinent à renouveler leurs pièces d'identité à l'approche des vacances d'été. En cause, les confinements successifs, mais aussi la réduction du nombre de mairies qui proposent ce service-là. Face à cette situation, un plan d'urgence est déployé au niveau national. Exemple dans la Sarthe, avec ce reportage d'Anthony Piton de la rédaction de LN TV Sarthe. Refaire ses papiers n'a jamais été aussi long. En Sarthe, impossible d'obtenir un rendez-vous avant fin août, voire septembre. Pour un renouvellement ? Oui. Ouais, nous arrivons au 21 septembre pour les rendez-vous. Waouh. Depuis le mois de novembre, on ne fait que ça. Avant, toutes les mairies le faisaient. Maintenant, nous ne sommes plus que 19 en Sarthe à les faire. Donc automatiquement, tous les rendez-vous s'accumulent. S'il n'y a plus que 19 mairies qui prennent en charge ces demandes, c'est parce que désormais, il faut passer par un dispositif de recueil. Un appareil qui permet de collecter les empreintes. Il y en a 29 en Sarthe pour 354 communes. Mais pour expliquer ces délais interminables, un autre paramètre doit être pris en compte. Les habitants, pendant 2 ans, n'ont pas voyagé, donc ont mis de côté le fait de refaire leur passeport et leur carte d'identité. Pour venir récupérer sa pièce d'identité, il faut attendre à peu près 8 semaines, une fois être passé en mairie. C'est à la préfecture du Mans que toutes les demandes de la région Pays de la Loire sont traitées. Déjà 183 165 demandes entre le 1er janvier de cette année et début mai. On est à des progressions de demandes de plus de 50% pour les cartes nationales d'identité, de plus de 90% pour les passeports.
6 personnes supplémentaires ont été recrutées à la préfecture pour faire face à cet afflux. Et un plan d'urgence national est déployé. Une enveloppe de 10 millions d'euros et 400 dispositifs de recueil seront répartis sur toute la France. Autre mesure qui peut s'avérer utile pour les étudiants. Les cartes d'identité et les passeports expirés depuis moins de 5 ans sont valides pour les examens de mai et de juin. L'émission Face au territoire était diffusée ce jeudi matin sur TV5 Monde. Un numéro spécial consacré à la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. L'ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail dispose pour elle d'une expérience précieuse. Regardez cet extrait de Face au territoire. Sa dernière grande émission politique, eh bien, c'était ici, chez nous, ici même, à Face au territoire. C'était le 10 février dernier. Elle était notre invitée. Écoutez ce qu'elle a déclaré sur sa relation avec Ségolène Royal. Est-ce que vous avez des nouvelles de Ségolène Royal dont vous avez dirigé le cabinet? Ah non, là, j'ai pas de nouvelles. Là, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous donner de nouvelles de Ségolène Royal. Vous n'avez pas de contact, plus de contact avec elle? Pas vraiment de contact. Non, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur beaucoup de sujets. Bruno Cotresse, Hervé Gattegno, donc les contacts sont rompus. Ça a le mérite de la franchise, effectivement, comme déclaration. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Elisabeth Borne, que ça amuse aussi votre question. Et, visiblement, elle est franche, c'est une femme franche. Voilà, elle est franche et visiblement, leur relation de travail, puisque Elisabeth Borne a travaillé sous l'autorité de Ségolène Royal, n'a pas dû lui laisser beaucoup de bons souvenirs. L'émission Face au territoire consacrée à la nomination d'Elisabeth Borne Première ministre est à voir ou à revoir sur les sites internet des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin et 20 minutes. Tout à fait autre chose, direction Toulouse à présent dans ce journal pour y découvrir un moyen de transport étonnant. Le plus grand téléphérique urbain de France, Téléo, c'est son nom, connecte depuis quelques jours 2 points de la Ville Rose situés en hauteur. Avantage de ce transport, le gain de temps et la réduction de l'impact environnemental. Pour son lancement, le déplacement en téléphérique long de 3 km était gratuit. Et Stéphanie Forgeois pour Via Occitanie en a profité et est montée à bord. Regardez. Bon, je me suis dit un téléphérique en pleine ville, j'avais jamais vu et franchement c'était super. C'est magnifique, hein. Superbe, impressionnant. Quand ça décolle, on se croit un peu au ski. Le plus long téléphérique urbain de France vient officiellement d'ouvrir ses portes au public. Téléo permet de rejoindre l'Oncopole au départ de l'université Paul Sabatier en seulement 10 minutes. Ce week-end, le trajet est gratuit, une belle occasion pour les Toulousains de découvrir cette nouvelle attraction. Je trouve que c'est bien et on voit bien la vue, mais c'est un peu comme une attraction, c'est impressionnant. Tu as l'impression d'être dans un manège ? Ouais, un peu. C'était pour essayer avec le petit, pour essayer, ouais. C'est un parc d'attraction aujourd'hui en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je l'utiliserai pas souvent au quotidien, mais voilà, c'est pour ça que je vois ça plus comme un loisir. La rentabilité de ce nouveau moyen de transport ne sera visible que dans quelques mois, mais les usagers espèrent que Téléo va désengorger le périphérique toulousain. Oui, moi je pense que ça fera pas tout, mais bon, c'est déjà une première chose pour avancer dans la meilleure circulation sur Toulouse, oui. Il faut espérer que ça va désengorger le périphérique et que ça va inciter les gens à prendre des transports en commun. Je vais le prendre pour aller à Rangueil, c'est très bien. Alors, je me garerai là et puis je descendrai en téléphérique. À partir de ce lundi, le trajet devient payant. Comme pour le métro et le bus, le ticket coûte 1,60 €. Pensez à valider votre titre avant de monter à bord. C'est une première en France. Un établissement de santé est déconstruit et non démoli, pour laisser la place d'ailleurs à un nouvel établissement, vous allez le voir. Dans les Vosges, une maternité est en travaux et sera remplacée dans quelques mois par un centre lourd de dialyse. Si cela peut sembler a priori ordinaire, la méthode l'est moins. Ainsi, tous les matériaux qui pourront l'être seront réutilisés. Un symbole de ce que l'on appelle l'économie circulaire. Précision d'Anthony Sapp et de Anne Didier pour Vosges Télévisions. Son activité a été transférée l'année passée dans le nouvel hôpital d'Épinal. La maternité arc-en-ciel de la ligne bleue laissera bientôt la place à ce que l'on appelle un centre lourd de dialyse, avec ses consultations de néphrologie, un service de soins de suite et de réadaptation cardiovasculaire. Sachant que l'établissement reçoit chaque semaine 150 personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique et 60 nouveaux patients chaque année. Le nombre de postes de dialyse sera ainsi doublé, passant de 24 à 48 en box individuelle. On a décidé d'être confortable,
confortable déjà pour les patients, donc ça sera pour la partie dialyse. Vous savez qu'un patient est dialysé 3 fois par semaine, à raison de 4 à 6 heures. Donc ils auront chacun un espace de vie, une chambre personnelle. Et le site devrait également être plus agréable pour le personnel soignant, mais avant cela, il faudra passer par quelques mois de travaux. Et pour ce faire, le pôle Louis Pasteur Santé qui gère la clinique a décidé non pas de démolir le bâtiment, mais de le déconstruire pour récupérer tous les matériaux qui pouvaient l'être, les revendre et réduire ainsi les allers-retours vers la déchetterie. Une idée qui a encore du mal à faire son chemin, c'est d'ailleurs ici une première en France pour un établissement de santé. Ça s'est jamais vu parce que souvent on ne comprend pas le raisonnement du réemploi. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la démolition traditionnelle. Alors que là, l'objet, c'est justement de déposer à l'envers du construit pour pouvoir réemployer ailleurs. Pour l'instant, tout part à la matériothèque de l'association AMI et qui est mis en vente aux particuliers qui souhaitent réparer chez lui, mais à moindre coût. Et si l'on parle peu de déconstruction, c'est aussi parce que très peu de professionnels du bâtiment sont capables de le faire. L'entreprise spinalienne d'insertion Revalprest a donc décroché le marché avec une dizaine de ses salariés qui apprennent le métier tout en travaillant, ce qui leur ouvre forcément de belles perspectives d'avenir. C'est un marché privé, donc ça aussi c'est une première pour Revalprest. Et effectivement, on s'aperçoit que depuis un mois et demi, on fait souvent appel à nous dans la déconstruction. Les travaux devraient durer quelques mois pour une ouverture du centre en décembre ou janvier prochain. Coût global de l'opération environ 8,5 millions d'euros, matériel médical compris. Lui aussi est un chantier unique. À Limoges, la préservation des arbres et des espaces verts est au cœur des préoccupations locales. Les services de la ville ont travaillé pendant 2 ans au sauvetage d'un séquoia posé sur un bâtiment destiné à la démolition. L'arbre a fait l'objet de toutes les attentions et est désormais sauvé. Son histoire vous est racontée par Alain Druot pour la rédaction de 7 à Limoges. Nous connaissons cet arbre depuis toujours ou presque. À plus de 50 ans, il fait parfois s'arrêter les promeneurs avenue du Maréchal Foch. Appuyé depuis plus de 15 ans sur un bâtiment annexe de l'école du quartier voué à la démolition, le séquoia était en danger. Après 2 ans d'observation et de soins, il est tiré d'affaire et en sécurité. Pour ce faire, on a dû mettre l'arbre avec un étai pour pouvoir sécuriser le chantier afin que les gens puissent travailler tranquillement et en sécurité pour abattre le bâtiment. Il a une forme particulière, c'est un séquoia dendron pendulum, donc sa forme qui pousse à l'horizontale, elle est normale. Et pendant la période d'observation, l'arbre a même été scanné pour bien comprendre son organisation et avoir la possibilité de le modéliser dans son environnement. Ça permet en fait de mettre à un instant T la réalité de l'ouvrage dans l'ensemble de sa géométrie. Donc par exemple, vous pouvez, pour commencer un dossier par exemple de réhabilitation ou d'extension, on va scanner l'existant. Ce qui va nous permettre d'avoir en 3D déjà la volumétrie réelle dans son ensemble au moment T où on réalise le scan. L'arbre est réputé antifragile, c'est-à-dire qu'il va s'améliorer en s'adaptant tout au long de sa vie. Elle approche à grands pas la saison estivale. Elle débutera dans quelques semaines et comme chaque année, vous serez des millions à passer vos vacances d'été sur les côtes hexagonales. Alors pour assurer votre sécurité, la surveillance des plages a commencé sur le littoral aquitain, notamment à Lacanau durant les week-ends et les jours fériés. Une surveillance renforcée cette année par la mise en place d'une nouvelle signalétique. Le drapeau bleu, fameux, est remplacé par un drapeau bicolore pour délimiter les zones de baignade surveillées. Images et propos recueillis par Aurélie Chialvo pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. On a choisi ces couleurs-là puisque en fait, on s'est rapproché des couleurs qui existaient déjà dans les autres pays à l'international. On était l'un des derniers pays à utiliser des couleurs qui étaient différentes. Et c'est pour ça qu'on a voulu unifier tout ça pour que déjà les touristes étrangers puissent s'y retrouver et qu'on soit aussi nous dans une démarche constructive. Et évidemment sur la plage cet été, vous vous équiperez probablement de votre plus beau maillot de bain pour bronzer et vous détendre. Masculin ou féminin, ce vêtement n'échappe pas à la tendance éco-responsable. En Corse, une jeune créatrice a lancé il y a quelques années sa marque de maillot de bain fabriquée à partir de filets de pêche recyclés. Objectif, proposer des pièces tendances tout en respectant l'environnement. Explication de la créatrice lors d'une séance photo aux questions d'Arnaud Baresi et d'Ange Orsini de Via Télé Paese, en Corse bien sûr.
Le concept, c'est l'éco-responsabilité. Je fabrique les maillots de bain et l'activewear aussi avec un tissu italien qui est de grande qualité et qui est fabriqué à partir de filets de pêche et déchets océaniques qui sont recyclés et régénérés. Ça me tenait à cœur de trouver un tissu éco-responsable et d'avoir une démarche soucieuse de l'environnement dans une chaîne de production assez courte. C'est la marque qui a créé ça, qui se charge de récolter tous ces déchets dans les fonds marins et ensuite de commencer le processus de recyclage, régénération. Plus d'autonomie pour les élèves et plus de sérénité pour les adultes. La cantine en mode self-service débarque à l'école primaire. Alors d'ordinaire réservé aux collégiens et lycéens, ce mode de restauration est devenu le quotidien d'enfants du CP au CM2. Dans la Loire, les élèves apprennent ainsi à gérer leurs repas ou à trier leurs déchets. Pour la collectivité, c'est aussi la promesse d'une meilleure efficacité lors du service. Explication et reportage de Céline Ercilia pour la chaîne TL7 dans la Loire. 11h30, les élèves des écoles primaires privées et publiques de La Fouillouse se retrouvent dans la cour devant leur restaurant scolaire. Premier réflexe, vérifier l'ordre de passage des classes et très vite le service commence. La salle de cantine a été aménagée en self où les enfants sont autonomes. Les enfants viennent se servir, prennent un plateau, une entrée, leur dessert. Ils sont servis en plat chaud. Un système qui a été bien accueilli par les élèves. Déjà c'est mieux parce qu'on n'est pas obligé d'attendre et tout. C'est cool, on n'est plus obligé d'attendre, on peut prendre, on choisit ce qu'on veut ou pas. On n'est pas obligé de manger dans l'ordre, si on veut commencer par le dessert on peut. Et pendant que certains dégustent, d'autres attendent leur tour dans une ambiance de MJC. Un animateur est présent pour occuper les élèves avec des jeux, de la lecture ou bien des activités sportives. Et 3 jours sur 4 en musique. Le nouveau système promet des enfants plus détendus. On voit la différence des enfants qui sont plus autonomes, moins stressés, moins sur la rapidité. Autant pour le personnel que pour les enfants, on avait une salle qui était remplie avec 100 jusqu'à plus de 100 enfants. Beaucoup de bruit, 2 services qui devaient être organisés mais vraiment au cordeau, c'est-à-dire il fallait pas dépasser d'1 minute. Donc c'était reposant pour personne en fait. Avec ce système, la cantine peut gérer 200 couverts et la capacité pourrait monter jusqu'à 400. De quoi prévoir l'augmentation de la population sur plusieurs années et proposer une cantine à l'ambiance festive. Voilà, restons à table dans ce grand JT des territoires avec la découverte d'un ustensile de cuisine qui pourrait bien vous être utile si vous êtes fan de pizza ou de tarte. Le grand Bicoupe, vous le voyez à l'écran, est une double roulette qui vient de remporter la médaille d'or dans le fameux concours Lépine, catégorie nature et bien-être. Grâce aux 2 roulettes de cette invention, finit la résistance des bords de vos tartes préférées. Écoutez à ce propos les précisions de son inventeur, un habitant de l'Aube. Il répond aux questions de Willy Briard du journal L'Est éclair. Regardez. Le problème avec la roulette à pizza, quand on veut couper dans un plat à tarte avec, on n'arrive jamais à avoir la croûte dans le coin, le trottoir, comme on dit. Du coup, la petite lame, elle est là pour venir sectionner la croûte dans les coins. En plus de ça, il y a un petit décapsuleur qui est caché juste ici. On va le poser à l'envers pour pas saillir la table. Tout est en métal, le corps est en Zamac, ça c'est fait sur Lyon. Les lames sont en acier inoxydable, c'est fait sur Thiers. Et les petits rivets qui sont ici sont faits dans les Ardennes, c'est de l'inox. J'ai même intégré la notice directement dans le packaging pour faire des économies de papier. Voilà, une bien belle invention, à la fois pratique et éco-responsable donc. Ouvrons une page sport et désormais plus exactement du sport pour tous, avec des pratiques adaptées à des personnes en situation de handicap. En Savoie, toute une après-midi était consacrée à l'expérience d'activités telles que le basket ou le foot fauteuil. L'occasion de démontrer que le sport peut être, quoi qu'il arrive, facteur de partage et d'émotion. Un sujet de Lucas Roux pour la chaîne 8 Mont-Blanc sur place. Oublier sa différence pour profiter des émotions transmises par le sport. En s'adonnant à la sarbacane, au tennis de table ou encore à l'escrime, 80 jeunes savoyards en situation de handicap ont profité d'une journée de découverte multisport. Cet événement co-organisé par le comité handisport et le comité de sport adapté de Savoie a pour but de faire sortir les jeunes de leur quotidien. Et vu le sourire de Mélanie et ses copines, le pari semble réussi. C'est trop bien. Tout le monde est là, allez Mélanie, allez Mélanie. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Paquette. La paquette, ah oui. Du côté du mur d'escalade, on retrouve les mêmes sourires. Qu'ils soient valides ou non, le sport permet de véhiculer des émotions recherchées par tout le monde.
C'est les mêmes vertus que pour le monde valide, hein. C'est le bienfait du sport, que ce soit pour le corps, pour l'esprit, la sociabilisation, voilà, de partager une activité avec d'autres personnes, développer la motricité. Ancien champion de France de natation handisport, Julien Grandjean pratique aujourd'hui le football fauteuil. En contribuant à son épanouissement personnel, le sport lui a permis de surmonter son handicap. Le plus important aussi, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir, de tout handicap, on peut faire du sport. Que chacun trouve son plaisir et voilà, tout on oublie de surpasser le handicap et d'être heureux dans sa peau. Et qui sait, peut-être bien que pour ces jeunes, la découverte du jour deviendra vocation de demain. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, l'univers du jeu vidéo se développe désormais de plus en plus dans la réalité virtuelle. En Ile-de-France, 2 espaces dédiés de 500 mètres carrés chacun permettent à des joueurs de rentrer dans la peau d'un personnage de jeu vidéo grâce à un casque. Une expérience unique qui connaît un franc succès depuis son lancement il y a un an. Un sujet de Michael Joly pour la rédaction de Via 95 dans l'Oise. Pour tirer, tu vas utiliser ton index sur la gâchette là. Pour recharger, tu as juste à bouger le joystick vers un côté, n'importe lequel. Muni de cette arme factice, d'un casque sur le visage et d'un ordinateur dans le dos, Sylvain s'apprête à entrer dans l'arène virtuelle d'un jeu vidéo. Il va y affronter une autre équipe de 5 joueurs. Grâce à la réalité virtuelle, ce hangar va se transformer en zone de guerre. Comme vous voyez sur le casque, du coup, il y a 2 petites caméras devant qui vont servir de capteurs pour du coup calibrer directement la zone au niveau des QR codes qui sont affichés au sol et sur les murs directement. Donc en gros, c'est grâce à ça que les casques vont pouvoir visualiser la zone et différencier les joueurs des non-joueurs directement. Et après une demi-heure de jeu, le novice est séduit. La demi-heure, ça s'est fait en 5 minutes, on avait l'impression. Et c'était très, très immersif et c'était super cool. C'est vraiment un très bon moment. Implantée à Beauchamp, cette salle de jeu dispose de 2 champs de bataille virtuels de 500 mètres carrés chacun. Plusieurs modes de jeu sont proposés, bataille entre équipes ou contre des zombies, capture de drapeau ou encore chacun pour soi. Franchise d'une société française lancée en 2018, cette salle de jeu a ouvert au printemps 2021. À la base, moi je suis pas du tout gamer, c'est mes 2 associés qui sont plus gamers que moi. Après quand tu te lances dans un projet, il faut bien essayer. Et là, le fait d'avoir essayé, bah ouais, ça m'a séduit. Le jeu vidéo était vraiment marrant et c'est un truc à essayer quoi. Ok, j'en ai tué un. Et un an après son ouverture, l'établissement compte une clientèle régulière, comme ses joueurs qui pratiquent depuis plusieurs mois et participent à des compétitions. C'est vraiment un jeu mais physique. C'est-à-dire là, c'est vraiment comme si c'est moi qui étais dans Call of Duty. Donc bah c'est ça qui m'a fait, j'ai adoré. On voit nos amis, on bouge, et j'ai perdu 6 kilos. Donc vraiment c'est très bien, c'est immersif, c'est bien. Pour une demi-heure de jeu, il faut compter 19 €. Et pour 89 € par mois, un pass illimité en semaine est également proposé. Les jeux peuvent être pratiqués à partir de 12 ans. C'est un univers méconnu, mais qui fascine autant qu'il intrigue, celui des croupiers de casino. Ces professionnels des jeux avaient rendez-vous à Monaco, évidemment, pour s'affronter entre meilleurs spécialistes européens. Une compétition à laquelle ont pris part 22 pays durant 2 jours au sein du célèbre casino de Monte-Carlo. Technique, aisance, comportement, les 40 croupiers ont été scrutés 2 jours durant. Parmi eux, 2 membres de la délégation monégasque. Écoutez leur impression devant les caméras de Monaco Info. L'important, c'est de pouvoir se challenger avec d'autres pays, se confronter aux autres, montrer les points forts, les points faibles de chaque pays et en tirer le meilleur. Et c'est très enrichissant déjà de les côtoyer, de voir tout le monde autour de soi comme ça, de tous les pays. Et honnêtement, je pense que le mot c'est fier, c'est fier. Que diriez-vous d'une balade sur l'eau, tout en musique et en histoire, pour conclure cette édition du Grand JT? C'est le programme pour le moins alléchant d'un capitaine qui promet le dépaysement de ses hôtes lors d'une traversée sur la Moselle. Une occasion de découvrir le patrimoine local, son histoire, sa faune, mais aussi sa flore. Une escapade poétique pour l'été et à l'heure de l'apéritif. Les premières sorties ont débuté et Chloé Gaillard de Moselle TV a pu suivre l'une d'entre elles. Regardez. Sur le quai des Régates à Metz, une dizaine d'aventuriers s'est retrouvée pour 2 heures de balade sur la Moselle. Dans une ambiance feu de camp, le capitaine Roby s'apprête à lever l'ancre sur sa petite Calédonie. Ici, petit comité et patrimoine et nature. Je suis originaire de la région.
Et j'ai redécouvert Metz comme un touriste. Et je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir une ville magnifique, avec un riche patrimoine, avec une nature exceptionnelle. À la barre, le chef de bord se plaît à faire découvrir l'histoire, la nature et le patrimoine local. Un moment apprécié par les navigateurs. Il y a quelque chose qui passe là sur cette rivière. Il y a de la poésie, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la diversité. Enfin, c'est magnifique, quoi. En plus de déguster un verre de vin de Moselle et quelques amuse-gueules en court-circuit, le petit comité se délecte d'un concert acoustique intime. Le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet instant. Si les marins d'eau douce profitent en toute sérénité, c'est en partie grâce à leur embarcation solaire. Nous, on est autonome. On n'est pas obligé de charger à quai avec telle ou telle électricité. On peut recharger à quai, mais juste avec les panneaux solaires, il est autonome. Là, on va naviguer. Les batteries se sont chargées toute la journée. On est autonome. De quoi admirer et écouter la cité messine, depuis ses parties les plus sauvages jusqu'à la vieille ville illuminée, fièrement gardée par son célèbre temple. Je le conseillerais à des touristes évidemment, mais surtout à des locaux, parce qu'on ne voit jamais la ville de la même façon quand on la découvre sur l'eau. Cette escapade poétique est à savourer tout au long de l'été chaque mardi soir, une occasion d'admirer un beau coucher de soleil ou un envol de cygnes. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.